BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on retrouve Jean-François Filiatre puisque nous sommes jeudi. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, votre sujet cette semaine. Alors la crise du Covid entrave-t-elle nos libertés? Les débats font rage. Les Français, on le sait, sont amoureux de liberté. Les épargnants n'échappent pas à la règle. Donc je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à ce sujet, histoire de voir les vraies libertés que l'on a, les libertés que l'on fantasme, les libertés que l'on exploite, celles qu'on oublie, ainsi de suite. Bon, dans le monde financier, on a quand même pas mal de liberté, non? On peut faire beaucoup de choses. Eh bien écoutez, on va voir ça si vous le voulez bien à travers des cas que j'ai pris à travers notamment les questions-réponses que j'ai traitées ces derniers mois ou encore les échanges que j'ai eus avec les internautes qui suivent Marché Gagnant. Alors pardon toutefois pour commencer, mais je ne vais pas être d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que notre vie financière ne commence pas par une liberté, mais elle commence par une contrainte majeure. On s'est interrogé pour savoir s'il fallait rendre la vaccination obligatoire ou si ça devait être un axe volontaire. Eh bien, dans la finance, la question ne se pose pas. On vous impose en pratique d'avoir un compte bancaire. Oui, bon, c'est vrai, mais c'est quand même pratique un compte bancaire. Peut-être, mais si vous voulez être contrariant, si vous ne voulez pas être suivi dans vos opérations, vous n'avez pas le droit d'aller taper à la porte de votre patron en lui disant « on va changer, à la place du virement de fin de mois, merci de me préparer une petite enveloppe en billets de 50 et puis derrière, pour pouvoir faire vos courses et emplettes, rien qu'avec du cash ». Dans votre liberté, dans votre relation avec votre banquier, elle est ailleurs. C'est-à-dire, vous voulez dire que je suis libre, par exemple, de le quitter ? Exactement. Et lorsqu'il était d'ailleurs ministre de l'économie, l'actuel président de la République avait mis en place un mandat de mobilité bancaire pour faciliter la chose. Alors l'idée, c'est que on demande en fait à la nouvelle banque de gérer les paperasses avec l'ancienne pour éviter de perdre des virements, des prélèvements automatiques ou que sais-je. Mais je vous pose la question, Cédric. Si je pars, est-ce que j'ai la liberté d'aller où je veux ? A priori, oui, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui refusent des clients. Eh bien, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas de stats, mais si je regarde en termes de droit, il n'y a pas de débat. Une banque peut vous refuser. Souvenez-vous par exemple quand on avait les banques en ligne qui vous disaient qu'on avait des cartes bancaires gratuites, mais avec des conditions d'accès, de domiciliation, de revenus, etc. Bref, une banque peut tout à fait vous dire non, mon cher monsieur Decoeur, je ne veux pas de vous comme client. Bon, et du coup, dans ces cas-là, comment je fais pour avoir un compte puisqu'on a commencé par dire que c'était obligatoire ? Eh bien, on a une procédure en France qui s'appelle du coup le droit au compte. Bref, on passe par la case Banque de France qui vous envoie en général à la Banque Postale. En 2019, il y avait 40 000 personnes qui ont été intéressées, donc je passe vite. Mais sur le fond, il faut avoir en tête que vous n'avez pas la liberté d'avoir la banque de votre choix parce que votre banque doit être consentante. Donc, et d'ailleurs, on constate que le pouvoir des banques est absolument très fort comparé à la liberté de l'épargnant. On pourrait pour ça se rappeler l'histoire de Claude que j'avais feuilletonné dans mes questions-réponses. Est-ce que vous vous en rappelez ? Un petit peu, mais il ne faut pas trop nous en vouloir. Vous n'êtes pas tout seul à jouer sur l'antenne avec les questions-réponses. Hein, Jean-François, vous en faites 4 par semaine, mais il y en a d'autres. Donc ça en fait quand même beaucoup. Rappelez-nous alors. Alors, Claude est client de la Société Générale et les relations avec sa banque ne sont pas bonnes. Donc, dans un premier temps, il décide de transférer ses titres dans un autre établissement. Puis, la Société Générale prend la décision de le virer. Donc, Claude se dit qu'il va trouver refuge ailleurs et il décide d'aller chez Fortunéo. Et là, il découvre un hic. C'est l'histoire du PEL, c'est ça ? Exactement, j'étais sûr que ça allait vous revenir. Donc Claude, il se dit en fonction de ce qu'il écoute, je vais tout redonner à Fortunéo. Et là, on lui répond, un PEL ? Ah non, pas chez nous. Mais comment ça ? Vous ne faites pas de PEL, mais pourtant c'est de l'épargne réglementée. Et là, mais c'est totalement notre faute à nous, les médias. Pourquoi ? Parce que les Français, ils ont la perception qu'on peut souscrire tous les produits partout. On peut prendre l'exemple du PEL. L'exemple du PEL, il est souvent négligé par les banques en ligne qui n'en veulent pas. Mais je peux vous donner d'autres exemples. Tenez, vous savez que j'aime bien les bons vieux plans d'épargne populaire parce qu'ils ont des avantages fiscaux, notamment pour sortir en rente viagère. Mais il y en a plein sur la place qui sont pourris. Et si vous avez un PEP pourri, l'idée c'est de le transférer dans un autre établissement. Sauf qu'il y a plein d'établissements qui aujourd'hui ne proposent plus de PEP. Un autre exemple, tiens, on se rappelle la loi Pacte. Dans la loi Pacte... Parce que là, c'est récent pour le coup, parce qu'encore là, les deux autres produits, c'est ancien. Mais... Eh bien, loi Pacte, PEA jeune. Donc, un PEA,
plafond de versement inférieur au PEA des grands. Et si on regarde aujourd'hui sur la place, si vous croyez que le PEA jeune est présenté dans toutes les banques, je vous le dis Cédric, vous allez déchanter. Bon, et revenons au PEL, il fait comment Claude du coup ? Là sur le sujet, alors il n'avait pas pu le transférer et son ancienne banque lui avait dit mon monsieur, je vais être obligé de le clôturer votre PEL. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de compte courant et que du coup vous n'avez plus de pouvoir alimenter votre PEL. Comme si les banques, la loi, imposait d'avoir un compte courant dans sa banque pour alimenter son PEL. Non, la loi, elle prévoit que l'on alimente tous les ans son PEL d'un montant minimum. Ça, c'est dans les textes. Mais rien n'interdit de le faire à l'extérieur. Alors, avec ce comportement, vous noterez, on est toujours dans le thème des libertés, mais cette fois, on découvre une autre expression de la langue française. Ça s'appelle « prendre des libertés ». Alors, les épargnants n'ont pas le pouvoir de le faire, mais les professionnels, eux, ne s'en privent pas. Alors on peut citer comme exemple le dossier du PEL, la transférabilité des contrats d'assurance vie, la concurrence sur l'assurance emprunteur et tutti quanti. Bon, vous avez d'autres histoires de liberté d'épargnants ? Alors, cette semaine, via la page Facebook de Marché Gagnant, on a reçu une question d'Alexis. Alors, la voici. Alors, suite à un don paternel, je voudrais abonder une vieille assurance vie de plus de 8 ans. Ayant du temps devant moi et n'ayant pas peur de risque, je comptais m'orienter plus vers des unités de compte. Est-ce une erreur ? Vous lui avez pas dit non, j'espère. Écoutez, mon premier réflexe a été de lui dire mais pourquoi l'assurance vie ? Pourquoi plus l'assurance vie que le PEA ? Et à vrai dire, je savais où j'allais et sa réponse ne m'a pas déçu. Il m'a simplement répondu l'assurance vie, c'est ce que m'a proposé mon banquier. Bon, c'était de bonne guerre quand même de la part du banquier, non ? Oui, on le sait, c'est démontré par les visites mystères de l'autorité des marchés financiers. Les intermédiaires n'ont que 2 mots à la bouche, c'est assurance vie. J'ai rien contre l'assurance vie, mais je suis désireux que les épargnants fassent des choix éclairés. Et un choix éclairé, mais ça passe par la présentation de plusieurs solutions avec mise en perspective des avantages et des inconvénients. Et, pardon Cédric, mais je ne peux pas vous laisser dire que de la part d'un banquier c'est de bonne guerre, parce que biaiser autant les choix, moi je considère que c'est privatif de liberté pour les épargnants. Sauf que sur le PEA, on ne peut pas investir totalement comme on veut. Là, je suis d'accord avec vous. Le PEA classique, l'historique en effet, permet exclusivement l'investissement en actions européennes, que ce soit en direct ou que ce soit sous forme de SICAV ou de fonds communs de placement. Pas question, par exemple, de faire des varantes, des certificats. Pas question de profiter du service de règlement différé. Pas question de vendre à terme. Donc, le cadre des libertés autorisées sur le PEA, il est clair, mais j'en conviens, il est restrictif. Et voyez-vous, après ma réponse, visiblement, Alexis, il est allé faire quelques petites recherches sur Internet et il m'a dit « Ah, mais sur le PEA, on reste limité aux actions européennes, à ce que je vois. » Et donc, lui, il voulait ouvrir un petit peu ses chakras. Voilà, et donc vous dites l'assurance vie. Mais le sujet qu'on a par rapport à ça, c'est que je ne vous ai pas donné la fin de sa phrase. Et la fin de la phrase, ça voici. Sur le PEA, pas moyen d'investir sur des minières étrangères. Et alors là, pardon, mais je biche, parce que Cédric, vous allez m'expliquer combien d'assurances vie souscrites il y a plus de 8 ans proposent des minières étrangères comme unité de compte. Oui, c'est sûr qu'elles ne doivent pas être nombreuses. Eh bien voilà, bienvenue dans l'univers des libertés fantasmées. Le couteau suisse. Alors, chez Marché Gagnant, vous savez que culturellement, on recommande les actions européennes, en particulier pour éviter l'effet de devise. Là, ces derniers temps, on regarde la Chine. Et on s'est dit, tiens, on va s'amuser à prendre une dizaine de contrats de la place pour voir leur offre en la matière. Pourquoi ? Parce que si je dis aujourd'hui à l'antenne, tiens, il y a du potentiel sur la Chine, et qu'on se dit, chouette, on va le faire ça dans son assurance vie, je peux vous le dire, 95% des auditeurs et téléspectateurs pourront me rappeler en me disant, il n'y en a pas. Bref, on a fait en réalité du multi-support un paradis pour allocation d'actifs, alors qu'en pratique, comme vous ne choisissez pas les supports, c'est plutôt une prison. Bon, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le seul espace de liberté qui reste, c'est le compte-titre ? Ouais, sans hésitation, on peut tout y faire, avec des coûts qui sont relativement faibles, mais on est fiscalisé. Et globalement, si on regarde les chiffres, les Français ne sont pas fans. Du coup, franchement, ça m'amène à me poser une question sur les Français et leur véritable envie de liberté, parce qu'en matière financière, ils en ont clairement de moins en moins, et visiblement d'ailleurs, ils ne cherchent pas à défendre celles qu'ils ont, mais en fait,
peut-être sont-ils plus sensibles à la fiscalité et que leur passion pour la liberté n'est en fait qu'un discours de façade. Jean-François Filiatre, comme chaque jeudi. On se retrouve tout à l'heure. S'il y a des questions-réponses. Il y en a des questions d'auditeurs, vous le savez. Chaque semaine, vous y répondez. Et pour écrire à Jean-François, par exemple, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.